Vous avez entendu Donald Trump, il dit au moins pour l'instant, son discours est en train d'évoluer. D'abord, il disait tout a été détruit et maintenant il dit au moins pour l'instant. Nous avons besoin d'un grand spécialiste du sujet qui est Bruno Combi. Rejoignez-nous s'il vous plaît, Bruno Combi, polytechnicien, ingénieur en génie nucléaire. Vous avez un grand admirateur du nucléaire en la personne de Renaud Girard, grand gaulliste et grand admirateur du nucléaire. Il dit, du plan Mesmer. On a beaucoup parlé du nucléaire tout à l'heure au sujet de la climatisation. La climatisation et de l'électricité nucléaire qui permet de la faire tourner en France. Regardez avec nous les images qui, en effet, peuvent mettre en doute un peu la version de Trump. Ce sont les images satellites du site de Fordo. Et pour la première fois, on commence à comprendre que les Iraniens seraient en train d'amener leurs grues et leurs engins de chantier pour réparer ce qui a été détruit par les Américains. Je pense que c'est aussi pour faire ce qu'on est tous en train d'essayer de faire, c'est savoir exactement qu'est-ce qui se passe à 60, 80 mètres sous terre et qu'est-ce qu'il en est. Il y a le BDA qui est en cours, Battle Damage Assessment, donc l'évaluation des dommages infligés. Qu'est-ce qu'on voit exactement ? Et aidez-nous, s'il vous plaît, Général Yakovlev et les autres, à comprendre ce qu'on voit exactement sur ces images satellites. On voit des trous. Alors ça, bravo général. Ouais. Je ne sais pas combien vous étiez payé à l'OTAN, mais j'espère pas trop quand même. En dessous, on ne voit pas, et Trump non plus ne voit pas. Et en réalité, personne ne sait. En revanche, il y a une chose qui est sûre, je ne sais pas quel est le degré de destruction réel, infligé, et j'espère qu'il est très significatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Si l'attaque américaine a été couronnée de succès et tout, je trouve ça très bien. Mais quoi qu'il advienne, je pense que les Iraniens, maintenant, si la décision de faire la bombe n'était pas prise, maintenant elle est prise. Bruno Combi, stratégiquement, on est dans autre chose. Où est-ce que vous voyez, on parle d'engins de chantier et de grues ? Alors le général a raison, on voit essentiellement des trous. Et puis sur certaines photos récentes, à côté des trous, on voit des camions ou des véhicules. Donc ça montre quoi ? Ça montre qu'ils sont en train de s'affairer autour du trou. Sachant que le site a été bombardé, étant probablement en grande partie détruit en dessous, je pense qu'ils sont en train de faire les premiers petits travaux qui consistent à boucher le trou, par exemple. Parce qu'ils ont peut-être peur que l'Occident envoie des commandos pour voir ce qu'il y aurait dessous. Par exemple, c'est une hypothèse. Ou des drones. Ou des drones. Ou un commando qui viendrait avec des hélicoptères et puis qui rentrerait dans le trou. Parce qu'il y a deux manières de rentrer dans ce site. Tout le monde a envie de savoir combien il reste de centrifugeuses. Qu'est-ce qui a été touché ou pas touché ? Qu'est-ce qui est encore en état de marche ? Cette hypothèse est complètement ou pas ? Hypothèse très intéressante. Effectivement, les Israéliens ou les Américains pourraient, plutôt que de prendre le risque d'un commando, envoyer des drones même très miniaturisés. Ouais. Non, évidemment que ça a probablement été tenté. Ça a peut-être même été fait. Je veux dire, ils mettent tout ce qu'ils ont en matière de surveillance et de collecte de renseignements en jeu. Les écoutes, les drones d'observation, les drones miniatures, l'imagerie satellitaire, le renseignement humain et des moyens électromagnétiques et d'autres moyens très sophistiqués dont je n'ai pas connaissance et qui permettent de voir peut-être, ou en tous les cas d'avoir un certain degré d'imagerie sous terre. Samantha ? Non, ce qui est terrible, moi je suis entièrement d'accord, c'est très bien que ce soit détruit, et deux, il faut savoir, ce qui est dramatique avec les déclarations de Trump, on dirait que ce qui est important pour lui, c'est qu'il ait raison. C'est pas de savoir si la destruction a vraiment lieu, c'est que lui ait raison, et ça prime surtout. Et ça prime même sur les enquêtes pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Il a l'air de s'en foutre complètement de ce qui s'est vraiment passé. Il veut avoir eu raison. Et c'est ça que je trouve dramatique et grave, parce qu'on parle de choses extrêmement graves. Regardez les agrandissements, parce que là, vous êtes un peu critique quand même. Quand on voit en agrandissement, on voit quand même un peu plus ce qui est en train. Alors, il y a effectivement les trous, ça, personne ne peut vous le contester, mais il y a aussi les bulldozers qui sont là, qui sont à pied d'œuvre. Et les Iraniens s'activent. Est-ce que c'est aussi une façon un peu de défier en quelque sorte les Occidentaux, les Iraniens, on est déjà en train de... Moi je ne crois pas, il faut aller voir. Il y a peut-être des... Eux aussi, ils ont besoin de savoir. Il y a 14 bombes de 13 tonnes 6 chacune. Il y a peut-être des accès qui ont été bouchés. Il faut peut-être les déboucher avec un bulldozer. Ils ne vont pas faire ça à la pelle. On est au tout début, en fait, de la phase post-bombardement. Ils vont très vite quand même. Ils vont très vite, on ne peut pas dire... Mais on n'est pas du tout dans une phase de reconstruction du programme nucléaire. C'est beaucoup trop tôt de dire ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est une offre politique qu'a fait l'Iran. Il a dit, bon, moi j'accepte l'offre de Trump de continuer, ou de reprendre les négociations qui ont été abandonnées à cause de la frappe israélienne il y a 12 jours, enfin il y a 15 jours aujourd'hui, à condition
d'avoir un engagement que Trump ne bombarderait pas pendant ces discussions, ces négociations. Et c'est une demande, il faut le reconnaître, raisonnable de la part de l'Iran. Ils ne veulent pas avoir des discussions politiques alors qu'on leur tape dessus. Quel est le calendrier ? On attend la réponse américaine aujourd'hui. J'espère que les Américains diront oui et entreront dans de vraies négociations pour faire en sorte que les Iraniens renoncent d'eux-mêmes à leur programme nucléaire, qui est la seule manière d'avoir la certitude que les Iraniens n'iront pas à la bombe atomique. Bruno Combi, quel est le calendrier ? S'ils essaient effectivement de reprendre simplement leur programme pour retrouver l'uranium enrichi qui a été réparti, pour remettre des centrifugeuses en marche ? Je pense qu'on n'en est pas encore là. On est encore dans le Battle Damage Assessment. Nous souhaitons savoir ce qui s'est passé là en dessous. Eux souhaitent savoir aussi ce qui s'est passé là en dessous. Il y a 2 trous par lesquels ils peuvent rentrer. Le tunnel d'entrée qui a été bombardé et ces fameux tuyaux de ventilation qui y ont été. Donc ils sont en train d'essayer de faire l'inventaire comme nous. Sauf qu'ils ont un avantage considérable sur nous. C'est que nous, on regarde les photos de satellites prises d'en haut et qu'eux, ils sont sur place. Ils peuvent y aller avec des tractopelles pour voir directement sur place. Et en même temps, ils font une sécurisation pour empêcher que nous, on puisse y aller, parce que comme on a très envie d'y aller, ils ne savent pas de quelle manière on va y aller, et si on ne serait pas capable d'y aller en personne aussi, avec des commandos, par exemple. Donc ils sont dans une phase d'évaluation et de sécurisation pour l'instant. Ils ne sont pas encore en train de reconstruire. Écoutez Raphaël Grossi, C'est un signal qui nous donne en même temps, nous commençons tout de suite. Écoutez Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA, donc c'est la plus haute autorité de contrôle nucléaire, il était sur le plateau de LCI il y a quelques jours, et il dit il faut quelques mois maintenant, seulement quelques mois pour reconstruire les centrifugeuses. Prenons l'hypothèse la plus, je dirais, dévastatrice. Donc tout a été détruit. Cela ne veut pas dire que les capacités sont là pour les reconstruire. Les centrifugeuses, c'est de la métallurgie avancée, mais c'est pas quelque chose d'inachevable. Et l'Iran avait démontré les capacités de le faire. Ça veut dire, pardon, exemple très concret, pour refaire des centrifugeuses, c'est quoi ? Quelques mois ? Quelques mois peut-être, oui. Ouais. Quelques mois peut-être. Ce qui fait penser, et ce qui me fait dire, évidemment, depuis la position que j'ai, c'est que la seule solution durable, c'est une solution diplomatique, où il y aura un accord et il y aura des règles de jeu, si vous voulez, qu'on va tous respecter. Vos réactions à tous, est-ce qu'effectivement, comme le disait Samantha, en réalité, on a gagné très peu de mois ? Est-ce qu'il y a une partie théâtrale dans tout ça, où, certes, les Américains ont montré leur volonté de frapper, mais les Iraniens vont pouvoir reprendre leur programme. Mais moi, j'ai été encore plus frappé, voire choqué par les propos qu'a tenus sur ce plateau hier soir Robert Malley, qui était, j'allais dire, l'artisan de l'accord sur le nucléaire sous l'administration Obama, donc qui travaillait très étroitement avec Anthony Blinken, avec Obama et son vice-président Joe Biden, et qui disait, comprenez que passer de 60 à 90% en matière d'enrichissement, c'est une question de jours. Oui. Pas de semaines, pas de mois, de jours. Maintenant, quand vous avez de l'uranium à 90%, vous n'avez pas la bombe, mais vous avez franchi le seuil dont, nous a dit Robert Malley, l'administration Obama estimait que c'était le seuil fatidique à partir duquel elle s'engageait à bombarder les Iraniens si jamais ils avaient la preuve du franchissement de ce seuil. Et maintenant, on apprend que pour l'administration américaine Donald Trump, les éléments de langage en ce moment consistent à dire en fait, on n'a jamais cherché à détruire le stock d'uranium enrichi à 60%. C'était pas ça l'objectif, parce qu'ils ne savent pas où il est. Donc plutôt que de dire on a raté, ils disent c'était pas du tout ça l'objectif, c'était de taper Natanz, Ispahan et Fordo. S'ils ont de l'uranium à 60%, qu'on croit monsieur Grossi qui nous dit refaire des centrifugeuses, c'est, je cite, de la métallurgie, conversion, métallisation, arsenalisation. Combien de temps, je ne sais pas, mais... Il faut avoir des usines pour convertir les lingots en gaz. Pour métalliser. L'usine, je me souviens que l'usine était à Ispahan, elle a été détruite quand même. Hein. Et puis, même si vous pouvez effectivement avoir des centrifugeuses, mais les centrifugeuses, c'est-à-dire pour isoler ces atomes d'uranium lourd, si vous voulez, par rapport à l'uranium 235, il faut mettre, en fait, c'est assez complexe, des cascades. Je parle sous votre contrôle, monsieur l'ingénieur, il faut mettre des cascades Bruno Combi. Ça prend du temps aussi. Alors, deux explications techniques. D'abord, à Fordo, les cascades sont déjà installées. Ça prend du temps, effectivement, à installer, à construire, mais dans ce cas-là, elles y sont déjà. Simplement, on ne sait pas dans quel état
elles sont, et ça reste à vérifier, peut-être qu'elles sont totalement détruites, qu'il n'y a plus rien, peut-être qu'elles sont quasiment intactes. Alors, qu'est-ce que c'est la cascade? Petite aide technique, expliquez-nous. En montrant les centrifugeuses. 2 mètres de haut, une centrifugeuse, 40, 60 cm de diamètre, 2 mètres de haut chacune, mais on met une cascade, on en met 150 l'une derrière l'autre. 160 même. Comme on voit sur les images. Comme on voit sur les images. Et chaque cascade, il y a l'uranium très peu enrichi au début, puis ça sort de la première centrifugeuse un tout petit peu enrichi, mais ça passe par exemple de 0,7% naturel à 0,75, puis chaque fois on gagne un tout petit pouillème de pourcent. Donc quand on arrive à la 150e, on a fini par gagner pas mal. Mais il faut les mettre l'une derrière l'autre, un assez grand nombre. Et on fait plusieurs fois le tour si nécessaire. Donc ça, c'est le principe de la cascade, il en faut beaucoup. Donc, mais ce que je voulais préciser, c'est que Gallagher a tout à fait raison dans ce qu'il disait à propos de Robert Mallet hier soir. C'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre, c'est que passer de 60% à 90%, c'est beaucoup plus rapide que de passer de 1% à 30% ou de 30% à 60%. C'est ce qu'on appelle, c'est un peu technique si on rentre dans les détails, ce qu'on appelle les UTS, les unités de travail et de séparation. Quand on enrichit l'uranium, c'est beaucoup plus difficile de l'enrichir pour passer de 1% à 2%, qu'à la fin, le dernier pourcent, quand on se rapproche de 90%, donc, c'est ils plus sont facile. proches, s'ils le voulaient, ils sont proches de la bombe. Alors, Raphaël Grossi l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit qu'il ne peut pas affirmer aujourd'hui que l'Iran a la bombe. Il a dit sur un plateau juste avant de chez vous, Darius, il était avec Christiane Amanpour, dans lequel il a expliqué que ce n'est pas une question de semaines, mais ce n'est pas une question d'années non plus, d'avoir la capacité à créer une bombe nucléaire. Et donc oui, et Raphaël Grossi a aussi répété hier sur un autre média américain que jusqu'à présent, les Iraniens n'avaient justement pas pris la décision. Ils avaient toutes les pièces du puzzle, ce qu'il a dit sur votre plateau, mais ils n'avaient pas décidé de les mettre ensemble, que c'était plus une question de décision politique qu'une question technique, et que même si aujourd'hui il y a eu de la destruction, ils ont le savoir-faire, ils ont encore des scientifiques en vie, et ils ont, d'après Raphaël Grossi, la capacité, s'ils le décident, de recommencer leur programme nucléaire qu'on estime tous c'était un programme militaire. D'où l'urgence pour Israël donc de lancer cette fameuse offensive. C'est-à-dire que si c'était une question non pas d'années mais peut-être de mois, on comprend l'urgence pour Israël. Et c'était une question de décision. Se défendre. Oui, mais enfin, est-ce qu'ils auraient c'était une décision à prendre, vous avez dit, une décision politique, mais si déjà d'un point de vue technique tout était réuni pour pouvoir la mettre en place, on comprend l'urgence des Israéliens d'intervenir le plus rapidement possible. Oui, mais expliquez bien, du point de vue israélien, ces dialogues un peu jésuites pour dire ils étaient à 2 semaines, à 2 semaines,2. Oui. Quand quelqu'un veut vous détruire, évidemment, on n'a pas très envie qu'il ait la bombe. Voilà, oui, et puis c'est pas simplement des paroles, c'est pas simplement les grands discours de Khamenei. Khamenei, dans ses discours, chaque année, appelle à détruire Israël, à rayer Israël de la carte. Mais au-delà de ces grandes paroles, de ces grandes déclarations, sur le terrain, la République islamique a mis en place ces fameux proxys qui, pendant des décennies, ont déstabilisé la région et le Moyen-Orient en frappant sur Israël. Moi, j'ai des souvenirs, quand j'étais reporter en Israël, le nombre de fois où on a entendu les sirènes d'alerte parce qu'il y avait des missiles qui venaient du Hezbollah, qui venaient du Liban, qui venaient aussi des Houthis au Yémen, etc. Donc il y a vraiment une mécanique de terreur qui a été mise en place dans cette région, tout autour d'Israël, pour enserrer Israël, pour rendre sa sécurité difficile. Et donc on comprend l'urgence pour les Israéliens d'agir à ce moment-là et de frapper tant qu'il était encore possible de frapper. Et avant, effectivement, la dernière seconde et que la décision soit prise. Bruno Combi, encore un mot, et puis on va avancer sur le nucléaire, puisque les Allemands aussi maintenant veulent leur bombe nucléaire. Un dernier mot sur cette question de l'Iran. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu différentes générations successives de centrifugeuses iraniennes. Au début, on les appelait IR1, puis IR2, puis IR3, et là, ils en étaient à IR6 et 9 et plus. Et donc, ils ont perfectionné petit à petit leurs centrifugeuses, et les dernières centrifugeuses qu'ils ont sont beaucoup plus efficaces que les premières qu'ils avaient au début. Donc, ils ont mis plus de 10 ans pour avoir les 408 kilos d'uranium enrichi à 60%, mais avec les IR derniers modèles qu'ils étaient en train de développer en grand nombre, ils pouvaient faire beaucoup plus avec même quelques centaines ou un millier de centrifugeuses qu'ils ne faisaient avec 10 000 de l'ancien modèle. Bruno Combi, restez avec nous, on aura besoin de vous puisqu'on va parler de la bombe allemande. Ça paraît incroyable. On est 80 ans après la chute de l'Allemagne. Et l'Allemagne, on est dans une autre ère. L'Allemagne, qui était si prudente en matière de réarmement, veut maintenant une bombe nucléaire, et même sous son égide, puisqu'elle parle de leadership allemand. Et ça n'est pas n'importe qui le dit, c'est Jens Spahn, qui est le chef du parti majoritaire, celui qui forme le pilier de la majorité, les chrétiens démocrates, qui déclare dans Politico, nous devrions débattre d'un parapluie nucléaire européen indépendant
et cela ne fonctionnera qu'avec un leadership allemand. Cette simple phrase, c'est quelque chose d'inimaginable, historiquement, par rapport à tout le passif de ce qu'a été. Voyons, les Allemands, maintenant, vont commander la bombe atomique française, mais servez-vous, messieurs les Allemands, allez-y. Vous avez... Non, je m'y refuse tout net. Général Vous avez d'ailleurs été contre, vous, chrétiens démocrates, vous avez été contre le nucléaire. Donc le nucléaire... enrichi à 3,7%, ce sont les barres qui sont dans les centrales électriques, ça vous a fait très peur, vous avez refusé ça, en polluant toute l'Europe avec vos centrales au charbon, et maintenant vous nous dites qu'il faut faire de l'uranium à 90%, et puis que c'est vous qui devez avoir le leadership de toute cette affaire. Non, soyons sérieux. Général. D'abord, j'abonde avec ce que dit M. Girard. Et ensuite, ce que ça montre, c'est le problème que nous avons, les Français, depuis 40 ans, avec nos amis européens, c'est qu'ils ne comprennent rien au nucléaire. Ils ont refusé même de penser, c'était une question taboue, c'était toxique, etc., etc. Donc ils ont tellement de chemin intellectuel à faire. Donc là, non mais vous êtes un peu méprisant. Attendez, c'est l'Allemagne, c'est la première puissance économique d'Europe. Il n'est pas idiot. Ce Jens Spahn, c'est le chef du parti majoritaire. Je dis qu'il n'est peut-être pas idiot, mais il est ignorant en matière de nucléaire. Et sortir des trucs comme ça prouve son degré d'ignorance. Et il y a toute une classe politique allemande à éduquer, c'est tout. Je pense qu'il n'est pas ignorant, je pense qu'il jette, et il le sait très bien, un pavé dans la mare. C'est-à-dire, et Grossi en a parlé sur votre plateau, le patron du gendarme mondial du nucléaire. On est à une nouvelle ère de prolifération, et beaucoup de nations, y compris nos voisins allemands, regardent autour d'eux et se disent « En qui peut-on faire confiance ? Qui va nous défendre ?» Le chef du renseignement allemand est allé tout récemment devant le Bundestag dire « Les Russes nous menacent ». Et donc, il se demande, est-ce que les Américains de Donald Trump, qui fait ses numéros avec Daddy's Home pour vendre des t-shirts, etc., est-ce qu'on peut compter sur lui ? Emmanuel Macron, et c'est un discours sur l'autonomie stratégique, etc., ils sont prêts à tendre l'oreille, mais ils se disent, si demain, il y a quelqu'un qui ne partage pas la vision du président français qui arrive au pouvoir et qui veut plus parler de parapluie dans sa dimension. Vos réactions, est-ce que vous avez le même type de réaction que Renaud Girard, pardon, je cite, je crois que votre tante a été fusillée par les Allemands. Oui, tout à fait, en 1944. Personnel. Bon, mais les nouvelles générations voient ça différemment. Est-ce que les Allemands ont droit à la bombe aussi, quoi ? Je me souviens que quand même, les Allemands aussi, en 1963, il y avait eu un rapprochement très important entre les Français et les Allemands, c'était Adenauer et De Gaulle. Eh bien, les députés, et précisément les députés chrétiens-démocrates, ont cassé ce rapprochement. D'accord, mais maintenant, parce que l'Allemagne voulait laissons parler tout. Oui ou non, est-ce qu'ils ont droit à avoir la bombe atomique américaine? Alors, il faut quand même rappeler que quand l'OTAN a été créée, l'idée d'avoir un parapluie nucléaire américain sur l'Europe, c'était pour empêcher la prolifération nucléaire dans les pays européens. Quand l'OTAN s'est élargie vers l'Est, c'est parce que certains pays d'Europe de l'Est, par exemple la Pologne, ont fait comprendre que s'ils n'ont pas la protection du parapluie nucléaire américain, ils seraient peut-être tentés d'avoir leur propre parapluie nucléaire polonais. Donc, aujourd'hui, les pays européens, comme l'Allemagne, comme la Pologne, se disent « nous sommes nus ». Quand, exactement ce que Gallagher a dit, quand Trump fanfaronne à l'OTAN, ils ont oui, mais non, l'article 5, on verra ta définition, et puis qu'ils changent d'avis comme ils changent de chaussettes, et il faut espérer qu'ils changent de chaussettes tous les jours. Voilà, on peut comprendre. Je ne dis pas que je salue ce développement, mais on peut le comprendre. Les Britanniques, aujourd'hui, ils viennent d'acheter 12 F-35 aux Américains avec des bombes tactiques américaines qui seront sous contrôle américain. On peut comprendre qu'aujourd'hui, en Europe, des pays qui ne sont pas dotés se posent la question de savoir comment se protéger. Ensuite, la dernière petite chose, avoir le nucléaire n'est pas forcément une garantie de paix, parce que quand vous avez une force conventionnelle qui n'est pas assez forte, eh bien, vous trouvez très très vite au seuil nucléaire. Donc, si vous avez... et on ne peut pas arriver au seuil nucléaire immédiatement. Il faut surtout renforcer le... Discutez-en, que je comprenne vos avis. Oui ou non, est-ce que vous considérez que l'Allemagne a le droit d'avoir... J'ai l'impression que vous butez dans la règle. Oui, ou non? Oui. Alors, une réponse très simple, Darius, non. Pas tout de suite, en tout cas. Donc, le général Yakovlev, il abonde. Et moi, je surabonde sur ce que nous dit Renaud Girard à juste titre, parce que l'Allemagne, d'abord, n'a pas le droit d'avoir la bombe nucléaire. Elle a signé le traité de non-prolifération nucléaire
le 28 novembre 1969, donc très peu de temps après que TNP arrive. Donc même s'ils le veulent, même s'ils le décident, ils n'ont absolument pas le droit. Et qui va les ils prétendent être un État de droit. Donc ça veut dire qu'ils sortent de l'État de droit déjà et qu'ils se soumettent à d'éventuelles sanctions de l'ONU s'ils en sortent. Donc ça remet quand même un certain nombre de choses en question. Et heureusement pour eux que le ridicule ne tue pas. Parce que quand même, il y a encore pas si longtemps que ça, ils nous bassinaient, ils nous cassaient les pieds avec, comme dit Renaud Girard, l'uranium à 3,7%. Ils ne voulaient pas de nucléaire. Ils nous ont obligés d'arrêter nos réacteurs à Fessenheim. Ils ont quand même beaucoup poussé pour ça. C'était il n'y a pas longtemps. Et tout d'un coup, ils changent d'avis. Alors, ce n'est pas la première fois qu'ils changent d'avis sur le nucléaire. C'est nos amis, mais enfin, ils ont changé d'avis souvent parce que Angela Merkel était pour le nucléaire dans sa jeunesse. Quelle est la faisabilité ? Quelle est la faisabilité, s'il vous plaît ? Donc, il faut lire ce que disent exactement les Allemands. Spahn, nous devons discuter d'une participation allemande ou européenne à l'arsenal nucléaire de la France et du Royaume-Uni et éventuellement de notre propre participation avec d'autres États européens. Cela coûtera cher, mais pour se protéger, il faut la financer. Techniquement, est-ce que c'est faisable ? Bon, techniquement, on peut tout imaginer. L'âme humaine est généreuse, on peut partager tout ce qu'on veut. Mais la dernière chose qui est facile à partager, c'est l'arme nucléaire. C'est pas la cerise sur le gâteau pour se faire plaisir. C'est l'arme la plus puissante de tous. C'est pas la chose avec laquelle on... Ça veut dire que ça prendrait quelle forme ? Quand ils disent on va aller vers nos amis français et anglais, ils disent voilà, on va construire ensemble une bombe nucléaire sous leadership allemand. Bah, c'est ça qu'ils disent. Hein. Ça voudrait dire quoi ? Sous leadership allemand, c'est à mourir de rire. Ils savent rien faire. Ils n'ont aucune équipe qui est capable de travailler là-dessus. Ça veut dire qu'ils savent très nous, bien. Nous, ça fait 80 ans. Le programme industriel et scientifique le plus ambitieux du monde occidental, c'est le nucléaire français. C'est plus ambitieux, c'est plus réussi que le F-35. Aucun pays en Europe ne s'est payé un programme comme ça, avec une rigueur implacable. On a réussi tous nos rendez-vous techniques entre le missile, la tête, les sous-marins, les vecteurs, etc. On est les seuls à avoir cette compétence. Donc les Allemands, peut-être dans 30 ans, s'ils se payent un effort massif, ils y arrivent. Ah bah vive l'Europe. En tout cas, vous accueillez bien vos amis allemands. Félicitations, quelle générosité. Alors, m'expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Non, mais qu'on entende tous les points de vue. Qu'on entende tous les points de vue. Pardon, non, mais s'il vous plaît, pas en même temps. Vous n'êtes pas d'accord. Non. 50 ans. En fait, si vous voulez, et j'en parlais avec Renaud en sortant du plateau hier sur cet exemple. En fait, moi, je suis la génération qui arrive dans le sillage de Kohl, Mitterrand. Ma grand-mère française était horrifiée après que l'Allemagne ait gagné la Coupe du Monde, que j'ai un drapeau allemand. Moi, j'étais enfant, je trouvais que c'était une belle équipe. Et pour elle, je pense qu'elle partageait le sentiment de Renaud par rapport à cet héritage que moi, je n'ai pas. C'est-à-dire que moi, on m'a imposé, entre guillemets, 8 ans d'allemand LV1. Parce qu'il y avait cette idée... Natürlich. Ja, ich spreche Deutsch, kein Problem. Also können wir Deutsch sprechen. Non, mais... Wie geht es dir? Sehr gut, danke. Ja, natürlich. Est-ce qu'on peut revenir sur LCI? Voilà. Donc des restes pitoyables parce que les Allemands parlent merveilleusement bien anglais et mes amis allemands parlent très bien français également. Mais de ça pour dire que je suis tout à fait conscient, si vous voulez, de ce que l'Allemagne a fait à l'Europe et à la France en partie, mais l'Allemagne, c'est autre chose aujourd'hui. En revanche, le regard que j'ai, c'est aussi celui des autorités françaises qui, s'ils découvraient que les Allemands ont un projet, effectivement, d'arsenalisation de leur énergie nucléaire, eh ben là, on est dans une configuration qui commence à devenir très, très compliqué. Pourquoi une telle tension ? Regardez la carte des puissances nucléaires. La carte historique, effectivement, c'est celle... Alors, je pensais plutôt à la carte des puissances nucléaires telles qu'elles existent aujourd'hui dans le monde. C'est les 5 grands historiques, c'est France... Ça, c'est les dépôts nucléaires de l'OTAN. Voilà. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine, c'est les 5 grandes puissances. 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, 5 puissances nucléaires, et qui ont fait effectivement ce traité de TNP. Voilà. Parce et que l'idéal... a raison, et ils jugent à raison toujours aujourd'hui, ils sont toujours tous d'accord, les 5, là-dessus, c'est que un monde... C'est un club. C'est un club. Ils ne veulent pas que les autres aient la bombe. Parce que la prolifération, c'est-à-dire si au Moyen-Orient, on avait 6 puissances nucléaires, comme ça aurait été envisageable si l'Iran avait acquis la bombe, eh bien le jeu, dans une poudrière comme le Moyen-Orient, un jeu nucléaire à 6 acteurs, c'est juste ingérable. On a déjà eu le plus grand mal à gérer la crise entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union soviétique sur les missiles de Cuba en 62 ou la crise entre l'Inde et le Pakistan en 99, mais un jeu à 6 acteurs nucléaires, un malentendu peut provoquer l'apocalypse nucléaire. Mais qui n'est pas d'accord sur ce plateau? Qu'est-ce qu'il dit, Spahn, ce député dont on est parti pour ouvrir cette séquence? Il dit « Celui qui n'a pas la dissuasion nucléaire en 2025 devient, je le cite, un pion dans la géopolitique mondiale ». C'est ça aussi cette ère qui s'ouvre sous nos yeux, c'est que les gens se disent « Bon, le droit international, manifestement, c'est devenu ringard, tout le monde s'en fiche et ça ne s'applique plus. Et ça ne s'applique certainement pas aux nations qui, elles, sont dotées. » Moi, je suis quand même surpris, pardon, je vous interromps, mais je suis quand même surpris qu'on dit l'Union européenne, tout le monde s'aime, embrassons-nous Folleville, c'est fini, maintenant c'est la... Et l'Allemagne, qui est un pays souverain, qui dit, moi, j'aimerais la bombe, la première réaction, c'est quoi? Comment ils sont nuls, ils comprennent rien, ils ont tort, etc. Non, mais là, c'est parce que je pense qu'il faut leur servir une bonne dose de leur médecine. Parce que c'est eux qui ont voulu que l'Europe, l'Union européenne, tout le monde sait, mais on s'embrasse sur la bouche et tout, soit un marché. Et les Français, depuis 50 ans, ont dit que ça devrait être plus qu'un marché, ça devrait être une puissance. L'Europe devrait se concevoir en puissance. Et on leur a toujours dit, et s'il vous plaît, soyez d'accord avec nous. Et là, maintenant, là, depuis 6 mois, là, ça leur prend comme la diarrhée, là. Ils veulent devenir, ils se rendent compte qu'il faut devenir une puissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, le monde a changé. Là, quelque chose vous irrite visiblement dans ce que fait l'Allemagne. Non, je trouve ils se réveillent très tard. Et maintenant, je salue leur réveil. Attention, le réveil du reste de l'Europe. Saluer de façon pas très amicale, si je peux me permettre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils n'ont pas de leçon à nous faire, vous voyez ce que je veux dire? Qui commencent par reconnaître qu'ils se sont trompés pendant 40 ans, après on discute. Mais je crois pas qu'on est dans un moment où il faut se dire, ils se sont trompés dans le passé, il faut maintenant qu'ils payent le fait qu'ils soient trompés. Moi, je suis totalement contre la prolifération nucléaire, qu'on soit bien clair. Mais si on prend l'exercice intellectuel, l'Allemagne, la Pologne, n'importe quel pays européen, à part la France, qui, elle, est dotée, qu'est-ce qu'elle a comme choix aujourd'hui? De se dire, est-ce que les États-Unis vont me défendre? Là, c'est pas très sûr. Les Britanniques, on les oublie aussi parce qu'ils sont trop contrôlés par les Américains. Les Français, est-ce qu'ils vont vraiment nous défendre si demain nous sommes envahis par la Russie? Parce que c'est de ça qu'on parle. Si c'est Emmanuel Macron, donc on comprend quand la question se pose. Je ne dis pas que je salue, mais on est en train de discuter de cette question qui se pose. Et quant à l'Allemagne, moi aussi j'ai une mère qui a passé toute son enfance sous les bombes allemandes, un père qui était dans un camp de prisonniers de guerre. Bon, il était en Italie, il n'était pas en Allemagne, mais j'ai grandi avec ce poids de la Seconde Guerre mondiale et de l'axe italo-allemand. Le passif est terrible. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand les conversations avaient été déclassifiées avec Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, je crois que c'était dans les années 90, donc après le pouvoir. Et quand elle dit, mais je ne pardonnerai jamais le Blitz. C'est-à-dire, elle considérait que même bien après la guerre, et bien après son pouvoir, et bien après la chute de l'Union soviétique, etc., les Allemands... De toute façon, c'est pas à l'ordre du jour, parce que Samantha a dit très bien que le risque aujourd'hui n'est pas du tout que la Russie veuille manger l'Allemagne. Il fallait d'abord que la Russie puisse d'abord manger Prokovsk, une petite bourgade qui n'arrive pas à manger alors qu'ils essayent avec toutes leurs armes depuis 1 an. Parce qu'il y a l'armée ukrainienne. Voilà. Nommez-moi une armée en Europe qui serait capable de... Oui, mais Samantha, justement, la politique et de la géopolitique avec les réalités. Les réalités, c'est que les Russes n'arrivent pas depuis 1 an à prendre Prokovsk et qu'ils font mourir des dizaines de milliers de soldats pour prendre cette ville et qu'il n'y arrive pas. Il ne progresse pas sur le front de Soumy non plus. Très bien. Ça, c'est la réalité. Ce qui est dangereux, c'est que si d'aventure, et je ne pense pas qu'il gagnait, etc., il y a effectivement un risque. Le risque, il est quoi? C'est de vouloir, effectivement, de s'attaquer aux pays baltes. Renaud, laissez parler les autres aussi. Là, il faut une... Renaud, s'il vous plaît. La vraie solution pour les Allemands, c'est comme les Polonais qui sont en train de créer une dissuasion conventionnelle de masse. Quand j'étais lieutenant, l'armée, la Bundeswehr, c'était une grosse armée qui n'aurait pas été piétinée comme ça et ils pouvaient se passer du nucléaire pour défendre leur pays. Donc en fait, la vraie solution, c'est l'Allemagne fait comme la Pologne et comme les pays baltes à leur mesure, alors je ne vais pas dire elle se surmise
démilitarise, on devient Passepartout en 2 ans. Mais déjà, qui parlent honnêtement de leur dissuasion conventionnelle de masse, 2000 chars, comme ils avaient quand j'étais lieutenant. Et le résultat, c'est que tous ces pays sont en train de sortir du traité d'Ottawa et de miner leurs frontières et de complètement polluer ces forêts à toute la frontière européenne avec un danger qui va persister pendant des décennies. Mais je ne dis pas qu'il faut qu'ils aient la bombe, mais je dis la réalité de ce qu'on est en train de voir en Europe aujourd'hui, c'est quand même extrêmement grave. Mais si vous voulez le fond de ma pensée, effectivement, je n'ai pas du tout envie, Darius, je vais vous le dire, très tout net, je n'ai pas du tout envie de revoir le militarisme allemand. On a subi le militarisme allemand depuis, prussien d'abord, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à 1945. Je n'ai aucune envie, je vous le dis tout net. Donc vous vous méfiez encore des Allemands. Vous vous méfiez encore des Allemands. Alors, les Anglais, ce sont mes alliés et mes amis. Je n'ai pas peur des Anglais. Mais les Allemands sont nos alliés aussi aujourd'hui. Ouais, j'ai pas peur des Allemands. J'ai beaucoup plus confiance, vous voyez, dans les Anglais que dans les Allemands. Bruno Combi. Je le dis tout Oui, net. on a une grosse arme bien puissante et nos amis allemands, ils sont quelque part un peu jaloux. Il faut vous dire, ils aimeraient bien l'avoir, la grosse arme bien puissante. Mais moi, je vais prendre 2 images pour qu'on bien expliquer la situation. C'est nos voisins, les Allemands, on les aime bien. Mais quand on a besoin que votre voisin vous rende service, la méthode, c'est pas de jeter une grosse pierre dans son jardin. C'est de commencer par lui inviter, on l'invite à boire le café. On sympathise un petit peu, et puis après, on commence à discuter. Bon, ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que, en fait, ils voudraient qu'on se marie, en fait, sur le plan du nucléaire, pour partager avec eux tout notre savoir-faire, leur donner la bombe, etc. Mais avant de se marier, il faudrait peut-être penser à se fiancer ou à coopérer, tout simplement. Or, ces derniers temps, ils ont quand même jeté pas mal de pierres dans notre jardin, quand même. Ils nous gênent au niveau de l'Europe chaque fois qu'il est question d'énergie, et en particulier d'énergie nucléaire. Ils ont continué à torpiller notre nucléaire sans cesse depuis 40 ans dans toutes les instances européennes. Ils ont, au sein du ministère de l'Environnement en France, un organisme qui s'appelle l'OFAT, Office franco-allemand pour la transition énergétique, qui continue à faire du lobbying d'enfer avec des grosses masses d'argent pour la PPE, par exemple, actuelle, qui est encore en discussion, 300 milliards d'euros qu'ils voudraient bien qu'on jette par la fenêtre dans des énergies qui ne servent à rien. Donc il faudrait peut-être qu'on remette tous ces sujets sur la table. Ils viennent d'arrêter 30 de leurs réacteurs nucléaires qu'ils avaient. Donc on pourrait commencer par coopérer sur le nucléaire civil. On est d'accord pour les aider à reconstruire. Ils ont fait une erreur. Ils peuvent le reconnaître, il n'y a pas de honte. Et puis on peut les aider à reconstruire une vingtaine d'EPR pour remplacer leur flotte. Et ça permettra de reconstruire la confiance et de renouer une relation durable et profonde qui peut-être culminera avec la cerise sur le gâteau qui est la coopération nucléaire. Mais avant de se marier, il faut se fiancer et avoir confiance l'un dans l'autre sur le sujet dont il est question. Moi, j'ai tout à fait confiance dans les Allemands. C'est juste sur ce sujet-là, ils sont à côté de leur pompe.